Hello, aujourd'hui, on va parler de prospection. Et oui, encore. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Prospect. Et oui, c'est toujours la même histoire. On n'a jamais eu autant d'outils pour prospecter et pourtant, les entreprises n'ont jamais eu autant de mal pour générer des leads. Alors, l'IA devait résoudre le problème, nous faciliter la tâche et pourtant, on se rend compte qu'elle ne fait que ajouter du bruit à ce qui existe déjà. De mon côté, tous les jours, je vois de nouveaux hacks sur LinkedIn, mais sur le terrain, on voit des boîtes qui s'équipent de nouveaux outils mais qui ont du mal à les déployer, des sales qui passent plus de temps à spammer qu'à décrocher des rendez-vous et la majorité de nos emails qui finissent dans les spams et sans réponse. Alors, du coup, la question, elle reste toujours la même. Comment faire de la prospection aujourd'hui? Qu'est-ce qui marche vraiment? Et du coup, j'ai posé la question à Omar Cherkaoui, qui est fondateur de Déluge. C'est une agence qui accompagne les boîtes sur la prospection, notamment avec la vidéo, l'IA, les intent data, la création de lignes magnettes. C'est un des meilleurs que je connaisse sur le sujet. Ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'ils vont pas de rêve. Il teste beaucoup, il mesure, il ajuste et surtout, il sait mettre le bon effort au bon moment. Et donc, dans cet épisode, on a parlé de plusieurs choses. Déjà, on a parlé de ce qui marche vraiment avec l'IA. On a parlé de comment utiliser correctement les intent data. Pourquoi les vidéos restent un levier sous-estimé. Et enfin, comment créer des lignes magnettes qui ouvrent des portes même sur des marchés saturés. Du coup, c'est une conversation qui va vous aider à sortir de la course des outils pour revenir à l'essentiel, parler aux bonnes personnes avec le bon message. Je vous laisse découvrir ça. Hello Omar, comment vas-tu? Hello Laetitia, ça va super et toi? Ça va super. Écoute, je suis ravie de te retrouver là sur Prospect de Conisam et de parler avec toi de prospection. On s'était parlé il y a très longtemps parce que tu avais monté un SaaS qui permettait du coup aux sales de faire des vidéos pour prospecter. Tu fais plus tout à fait la même chose, mais il y a encore la vidéo en tout cas dans ta prospection. Et Exactement. justement, il y a la vidéo, il y a de l'IA, il y a plein de choses. Et justement, c'est ça dont j'avais envie de parler avec toi. C'est avec toute l'explosion des outils IA qu'il peut y avoir aujourd'hui en sales. Les gens, ils savent plus où mettre la tête. Tout le monde les contacte. Regarde, tu vas faire ça, 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 ça. Aujourd'hui, il y a un enjeu pour les boîtes, c'est savoir qu'est-ce que je choisis et comment j'orchestre tout ça. Donc, j'aimerais bien un peu qu'on discute de tout ça et qu'on parle en fait de réellement comment on peut utiliser l'IA dans la prospection. Ouais. Euh, et avant de commencer, évidemment, je suis toujours intéressée par avoir un peu ton point de vue aujourd'hui sur le contexte actuel. Ouais, bien sûr. Déjà, merci du coup de m'accueillir sur le podcast de Conism, c'est un plaisir. Et ouais, la prospection, elle a complètement changé, j'ai envie de dire déjà sur les 5 dernières années, mais ne serait-ce que depuis l'année dernière, ça a rien à voir. Honnêtement, en fait, les gens envoient tellement plus d'emails en termes de volume euh, enfin, les inbox des prospects sont vraiment inondés. Donc c'est vraiment devenu compliqué de se faire sa place en cold email. Euh, D'un autre côté, ben, ouais, ça a été permis par le fait que les outils, en fait, ils se sont multipliés, c'est vraiment démocratisé, des outils qui permettent comme ça à n'importe quelle personne, sans avoir spécialement de compétences techniques, d'envoyer 5000 mails par mois, c'est devenu facile. Et ben voilà, on peut se retrouver inondé, pas savoir aussi, ben, d'un point de vue sales, quoi faire, quoi prendre comme outil. Est-ce que je fais du LinkedIn, est-ce que je fais de l'email, est-ce que je fais du cold call? Donc, euh, donc ouais, c'est intéressant. Je pense que il y a aussi ce truc qu'on dit, que je te disais, qui est sur la taille du TAM, du Total Addressable Market. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui vont copier des techniques avancées, on va dire, qui sont hyper cool aux États-Unis, que les gens font, et ils vont essayer de les faire en France, alors que la taille du marché est pas du tout la même. Il y Mmh. a des gens, ils vont venir, ils vont faire du cold email de masse, envoyer 20 000 emails par mois, alors que bah, aux États-Unis, limite dans n'importe quelle verticale, tu as des dizaines et des dizaines de milliers de prospects, voire même des centaines de milliers, alors qu'en France, bah, même dans les verticales les plus larges, je sais pas, disons les restaurants, allez quoi, t'en as peut-être 80 000 que tu vas pouvoir contacter en France. 20 000, Euh, ça va vite. euh, ouais, Du coup, contacter 20 000 personnes par mois, ça va vite. ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, donc ouais, sur des petites verticales, enfin, les gens qui ciblent du mid-market ou du grand compte, bah, en fait, tu cibles du grand compte dans une certaine niche, t'as 100 boîtes qui sont dans ta cible. Mmh. Et du coup, il faut vraiment adapter sa prospection, du coup, à son TAM, son Total Addressable Market, et aussi, du coup, à pas mal d'autres choses. Enfin, évidemment, réfléchir à où est-ce que la cible, elle est son canal le plus adapté. Mais je pense vraiment ça, c'est le critère numéro un, et qui, du coup, définit, on va dire, enfin, le niveau d'attention qu'il faut mettre sur chaque prospect. Parce que si c'est vraiment, voilà, bon, disons que c'est plus de 10 000, voilà, vraiment, oui, ok, même en France, si on a plus de 10 000, on peut aller faire du cold email, des trucs automatisés.
mais toujours évidemment mettre de la qualité, soit comme on va en parler après avec la prospection vidéo, ou déjà avec la prospection automatisée avec de l'IA pour personnaliser certains trucs. Si c'est, voilà, on rentre dans des zones de 3000, vraiment, bon, là, il faut commencer déjà à se dire, je vais faire du multicanal, je peux automatiser quelques trucs, mais vraiment mettre des touch points sur LinkedIn, au téléphone, etc. Et si on est sur voilà, quelques centaines, euh, voilà, c'est de la compte-based marketing, il faut vraiment y aller voilà, hyper enfin, personnalisé. Limite, bah, envoyer même des cadeaux aux prospects, faire du gifting, des choses comme ça. Il y a des outils qui permettent de faire ça. Voie postale, LinkedIn, téléphone, mail, plein de choses. Et puis je dirais que Ouais. c'est un petit peu ça. Je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que jusqu'à aujourd'hui, quand on regardait un petit peu la littérature en fait sales qui parlait de prospection, il y avait souvent en fait cette différenciation, tu vois, de se dire bah voilà en fait le type de prospection, faut faire de la prospection multicanal, par exemple, enfin tu vois, t'as ta liste, tu la divises en tiers. Le premier tiers, tu fais du multicanal. Le deuxième, tu vas utiliser deux canaux. Et puis le troisième, tu fais l'automatisation. Ouais, Allez, hop, n'importe comment. Tu avais aussi cette logique aussi, on parlait de prospection, d'adapter sa prospection en fonction de ton industrie et de tes profils. C'est-à-dire que si tu étais sur du C-level, il fallait faire un peu plus attention, etc., etc. Alors que toi, en fait, là, c'est pas du tout une question ni d'industrie, ni en fait de où se trouve ton compte dans ton tiers, enfin dans quelle catégorie en termes de scoring, mais plutôt en termes de taille de table. Donc, plus tu as un TAM élevé, plus tu as plus d'opportunités. Donc, on en parlait tout à l'heure de l'IA, mais bien sûr. d'automatiser, de faire de l'IA. Et du coup, voilà, on va dire que il faut toujours rester pertinent, hein, je préfère le dire, mais en tout cas, l'ultra personnalisation est moins importante. Et plus ton TAM est petit, même si tu es sur une industrie en fait où tu parles pas avec des C-level, etc., Ouais, il faut que, finalement, il faut que tu oublies l'automatisation, faut que tu oublies, peut-être que tu vas utiliser l'IA pour d'autres choses, peut-être pour mieux connaître ton client, on en reparlera, mais pas pour ça. En tout cas, je trouve ça hyper intéressant de le dire parce que c'est pas forcément un truc hyper commun qu'on voit après, partout. l'un n'empêche pas l'autre aussi. C'est-à-dire que on peut aussi avoir ce système de tiering avec tier 1, tier Ouais, 2, bien tier sûr. 3, et que ça soit compatible avec ça. Mais au global, oui. Et souvent, c'est lié. Si on cible des C-level, de grands comptes, ben, par définition, ça sera souvent des petits TAM qu'il faut aller traiter du coup de manière personnalisée. Et si on cible des petites boîtes, c'est rare enfin d'être et un segment avec que des petites boîtes et que le TAM soit pas très gros. Bon, quoique évidemment on peut être hyper niché, je sais pas si les que les je sais pas, j'ai même pas d'exemple qui me vient à l'esprit Ouais, mais voilà, enfin, pas de euh, souci. Du coup, j'ai un autre point, parce qu'on parle souvent de la difficulté et du changement, effectivement, de la prospection, mais il y a un autre point aussi que j'aimerais aborder avant de rentrer un peu plus dans le dur. C'est aussi la prospection est devenue plus chère aujourd'hui. Au-delà d'être plus dur, c'est devenu plus cher aujourd'hui. Moi, je me souviens, évidemment, j'avais un montant de mon CAC, quoi. Je savais combien me coûtait un lead, mais j'ai pas l'impression que ça me coûtait aussi cher que ce que ça coûtait aujourd'hui à ouais. n'importe qui, une boîte, que ce soit SaaS, grande agence, etc. La prospection coûtera super cher. On a des stacks qui dépassent des montants incroyables. Et aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce que la prospection est accessible à tout le monde, en fait? Ouais, c'est une bonne question. En fait, c'est hyper lié. Et comme tu l'as dit, tu as dit non seulement c'est plus difficile, mais en plus ça coûte beaucoup plus cher. Et c'est justement parce que c'est plus difficile que ça coûte plus cher. En fait, la concurrence est devenue tellement rude que, en fait, avant, il suffisait, on mettait un n'importe quel outil, on envoyait quelques emails avec comme seule personnalisation first name, et en fait, on avait des rendez-vous. Voilà, Mmh. il y a 10 ans, 5-10 ans, tu Ah faisais ouais, ça. clairement. Bon, je prospectais pas il y a 10 ans, mais il y a 5 ans, tu faisais ça, ça fonctionnait encore. Mmh. Aujourd'hui, on pourrait toujours faire ça et ça coûterait pas très cher. Mais c'est juste que ça marchera pas du tout parce que le niveau est tellement monté qu'il faut toujours avoir cette nouvelle méthode, ce nouvel outil, faire avec de l'IA, aller chercher la meilleure donnée, parce que la compétition est devenue tellement rude que bah, il faut aller faire mieux et donc souvent ça coûte plus cher. Et ça se retranscrit aussi dans les autres canaux parce qu'il y a tellement, par exemple, si on prend juste Google Ads, si il y a 10 ans on fait de la publicité sur Google pour n'importe quel mot-clé, bah, je suis sûr que ça coûte, peut-être ça coûtait 20 centimes sur un Ouais, c'est mot-clé, vrai. alors qu'aujourd'hui, le même mot-clé va coûter 10 euros le clic. Et en fait, c'est la même chose, c'est souvent ce côté compétition qui fait que c'est plus dur et donc
tout le monde doit aller innover, donc plus d'outils, ça coûte plus cher, etc. Et on se retrouve avec voilà, des tech stacks qui vont coûter super, super cher. euh, et, et voilà. OK. Et du coup, bah, on va rentrer un peu plus dans le dur parce que là, je pense que les gens s'impatientent. Je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent connaissent un petit peu toutes ces parties un peu constat. Hem, Aujourd'hui, on a une somme d'outils Ouais, et un truc qui vient de plus en plus, c'est effectivement, notamment l'IA nous apporte, le fait d'avoir énormément d'informations et de données, en fait, sur nos targets, ce qu'on appelle intent, trigger sales, tu me diras, en fait, c'est quoi le terme que tu préfères ouais, utiliser et hem et du coup, en fait, le problème que je vois, c'est que comme on a plein d'outils comme ça, les gens ne savent pas s'en servir. Moi, c'est mon constat que je fais ouais, et que du coup, les gens sont en mode genre: «OK, bon, c'est plus dur de prospecter, mais en même temps, il y a plein d'outils. Je vais aller chercher des informations comme ça, comme ça, comme ça. Je les mets dans mon mail ou je les mets, dans mon script de call call et puis j'y vais et puis je vais, voir qu'il y a de la magie. Ou bien je vais essayer d'automatiser et cetera et cetera». C'est quoi la réflexion? Je sais parce qu'on en parle souvent en off, mais c'est quoi la réflexion qu'il faut avoir aujourd'hui si on veut réussir en fait la prospection? Je dirais en 2025, mais j'ai envie de dire comme toujours parce que c'est juste qu'il y avait moins de concurrence avant, mais les éléments sont toujours à peu près les mêmes. ouais. Bah, alors, je dirais que, en effet, il y a ce côté un peu plus technique dans la prospection, alors qu'avant c'était un truc de sales. Et là, limite, on se dit, est-ce que ça devient pas un truc de personnes un peu geek, Ouais. quasiment. En fait, je pense qu'il faut un peu séparer les deux rôles. Je pense que c'est dommage de donner aux sales, par exemple, à construire les listes, faire les enrichissements, maîtriser tous les outils, alors qu'on peut avoir ben, soit quelqu'un, enfin un gros, soit un RevOps, ou j'en ai aucune idée, quelqu'un qui va s'occuper de ça, ou même une agence externe qui va venir construire les listes avec les bonnes informations, les bons signaux, voire même des icebreakers qui sont déjà faits, que ce soit des icebreakers que les sales peuvent utiliser au téléphone, le contexte sur chaque boîte, qu'il est possible d'aller scraper avec l'IA, de, bah voilà, de le formater de la bonne façon, et que les sales, limite dans leur fichier, ils ont déjà toutes les infos pour quand ils appellent. Et de l'autre côté, pareil, je pense que c'est pas spécialement pertinent que les sales soient les personnes qui fassent des campagnes de mailing. Enfin, j'ai l'impression que presque aujourd'hui, ça fait plus de sens. C'est vraiment quelqu'un, voilà, un profil growth ou go-to-market, ou je sais pas comment est-ce qu'on va appeler ça, mais que eux se concentrent exclusivement sur les touchpoints personnalisés. Où vraiment, il y a du téléphone, il y a du message LinkedIn personnalisé, bon, voire même de l'email personnalisé, de la vidéo, ce genre de choses, envoyer des vocaux, enfin, tout ce genre de choses qui vont être plus sur le côté sales. Et sinon, ouais, essayer de séparer un petit peu ces deux choses-là. Bah, après, je pense que dans les nouvelles équipes, qu'on appelle plutôt les équipes revenus, alors c'est pas dans toutes les industries qu'on a ce type d'avancée, mais en tout cas dans le monde en tout cas de la tech, de plus en plus on parle d'équipes revenus, on va avoir les sales, le marketing, le CSM et donc du coup, ça va être un peu cette équipe-là qui va être en charge avec un RevOps quand on a la boîte a les moyens parce que c'est aussi Bien sûr. cher et en fonction du TAM, en plus, il faut savoir qu'il faut avoir plusieurs RevOps. Plus ton TAM est gros, plus il faut des RevOps. Donc j'ai l'impression qu'en tout cas sur la tech, en tout cas bon, pour les US, ça c'est sûr. En France, ça commence en tout cas à avoir cette espèce d'organisation, mais je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est une perte de temps et surtout que les sales, c'est impossible. Les choses vont tellement vite en termes Ouais. d'outils que c'est impossible pour elles de pouvoir tout suivre et tout maîtriser. Et le temps qu'elle a maîtrisé en fait un outil, déjà, enfin voilà, ne doit pas se concentrer là-dessus. Mais par contre, il y a un truc quand même que pour moi qui est important et c'est là où parfois il y a un problème entre peut-être les RevOps ou même le growth, en tout cas dans les équipes où en fait c'est pas la communication n'est pas complètement fluide. C'est que j'ai l'impression que c'est quand même les sales qui vont apporter les bons in-têtes en fait globalement à cette équipe-là. Ou est-ce que pour toi les intent dont on parle, peut-être qu'il faut peut-être définir pour les gens intent, mais sont aujourd'hui exclusivement faciles à trouver. Comment tu trouves ces intents? Alors que je parle d'intent, on parle de levée de fonds. Il y a des trucs très basiques. Déjà, je pense qu'il faut les hiérarchiser. Bah, je te laisse. Ouais, donc ce que tu dis par intent, c'est tout ce qui est des signaux, Exactement. des signaux, des intentions d'achat, c'est-à-dire quelqu'un, bah, une boîte qui recrute, une boîte qui lève des fonds, tous ces genres de critères. Donc, justement, aujourd'hui, ben, c'est devenu possible. Enfin, évidemment, il faut que les sales et la partie, on va dire, ops, enfin, communiquent pour que, enfin, les listes de prospects correspondent vraiment à ce que les sales, eux, de leur retour terrain, enfin, c'est pertinent, ça correspond à ce qu'ils pensent être les meilleurs leads.
Ah, moi, c'est fou, à chaque fois que j'ai une boîte qui recrute, mon taux de closing, il est 3 fois supérieur. Bon, ils font remonter ça. Et derrière, il y a plein d'outils qui permettent de scraper en automatique, comme ils vont faire de la veille. Dès qu'il y a une offre d'emploi qui tombe, boum, ça la fait remonter, ça déclenche un workflow, et soit ça la push dans le CRM ou Sales, ça la met direct dans une séquence mail. Il y a plein de choses qui sont possibles. Pareil pour les boîtes qui lèvent des fonds. Il y a plein de choses qui sont possibles. Mais un autre truc justement dont on avait discuté, Laetitia, c'est que il y a certains intents qui peuvent être tellement exploités que presque, enfin, voilà, une boîte qui vient de lever des fonds, vous la contactez, il y a 35 personnes qui l'ont contacté. Ah, Mmh. bonjour, félicitations pour votre levée, moi je vends telle chose. Et donc, aussi penser à soi des choses qui sont moins évidentes. On en parlait, enfin, déjà ça peut être, juste si vous avez une très très bonne connaissance de votre ICP, ça peut être juste peut-être les utilisations de certains outils. Vous savez que si quelqu'un il utilise HubSpot, ben il est plus dans votre cible. Si quelqu'un il utilise son site, il est sur Webflow, il est plus dans votre cible. Ça peut être des choses comme ça, voire même des choses que vous-même vous pouvez aller créer. Je sais pas après il y a tout ce qui est données démographiques assez classiques, la taille des boîtes, les choses comme ça. Mais essayer de penser voilà de manière un peu plus originale. Nous par exemple des campagnes qu'on fait souvent, c'est peut-être des gens qui ont posté récemment sur LinkedIn, des gens qui font de la publicité. Donc on va dans leur bibliothèque publicitaire, automatiquement, on voit qu'ils font de la pub. Toutes sortes de choses qui vont peut-être être un petit peu moins exploitées. Euh, c'est des choses qu'il est possible de faire et qui rendent, entre guillemets, le fait de contacter la personne, ça me donne un petit prétexte. Ah, j'ai vu que. Et donc derrière, on arrive, on dirait avec un petit contexte, ça augmente la pertinence de notre outreach, on a plus de chances de faire mouche. Heu, Très bien vu, mais du coup, justement, sur ce «j'ai vu que», je vois souvent des gens qui sont exaspérés parce que le Ouais. «j'ai vu que» derrière, ce qui est derrière est pas fou. Bah, du coup, tu l'as un peu dit, il y a des datas qui sont un peu dépassées ou en tout cas qui suffisent pas assez, pour pouvoir, comme la levée de fonds ou même le recrutement, enfin voilà, OK, voilà. Hem, D'ailleurs, c'était un item que j'utilisais à l'époque. Vous recrutiez et cetera, c'était assez suffisant, mais là, il y a effectivement, je te parle d'il y a 10 ans. Aujourd'hui, faut limite, j'ai l'impression, être créatif pour trouver les bons intents, les signaux faibles, en fait. En tout cas, voilà. C'est quoi comment tu fais toi comme process, en fait, quand tu as une boîte, en général, pour justement essayer de trouver tu as donné des exemples, en fait, précis, mais comment qu'est-ce que tu recommanderais, tu vois, à une boîte, hein, soit au CMO, si c'est lui qui doit s'occuper de faire ça, soit Ouais. le directeur sales, soit le founder, pour lui dire, voilà, comment tu pourrais trouver, parce que parfois, évidemment, là, tu as donné des éléments où c'est plutôt des outils, et cetera, mais parfois, c'est des contextes. Ouais. Telle boîte est dans tel contexte ou telle persona est dans tel contexte. Et il y a des moments où parfois, je sais, pour discuter avec toi ou d'autres personnes, je me dis: «Ah waouh, j'aurais pas pensé à ce truc-là». Ok. C'est quoi les outils qui t'aident? Ok, j'ai pas mal de choses. Un, n'hésitez pas à vraiment vous demander à ChatGPT. Vous prenez la version la plus avancée, voilà, au 3 ou au 4, et vous lui dites, voilà ma cible, donne-moi des idées de scrapping créatif, d'intent, et il va vraiment vous donner des choses hyper intéressantes. Des fois, même moi, alors que je suis assez pointu sur la partie scrapping, il me dit des choses auxquelles j'avais pas pensé. Voilà, à un moment, je voulais scraper toutes les grosses boîtes qui ont des applications mobiles. J'arrivais pas à trouver comment j'allais le faire parce que c'est dur de scraper les stores. Et il a commencé à me faire des suggestions hyper créatives. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Deux, ça dépend aussi de quel type d'offre vous avez. Soit vous vendez un peu une commodité. Je sais pas, par exemple, vous êtes une agence de SEO. Une agence de SEO, enfin, il y en a des milliers d'autres. Là, si vous utilisez des intents classiques, comme par exemple, vous voyez qu'une boîte, elle vient de lever des fonds, vous la contactez, probablement 30 autres agences de SEO qui vont la contacter au même moment. Après, ça peut quand même valoir le coup parce que elle a sûrement un besoin, elle a le budget, du coup, donc n'hésitez pas à quand même faire ces campagnes. Honnêtement, il y a pas de problème à les faire. Mais peut-être, là, dans ces cas-là, essayez de plutôt les faire au téléphone. Parce que la plupart des gens vont le faire en mailing, automatisé. D'ailleurs, vous arrivez au téléphone, félicitations pour la levée de fonds. On est une agence de SEO, on fait, enfin voilà, et on propose un très bon lead magnet gratuitement pour sortir du lot. Voilà, j'ai déjà vu tout ça sur votre site. J'ai des idées de trucs que vous pouvez implémenter gratuitement. Enfin, je peux vous donner tout ça gratuitement, de la valeur pour vous aider. Donc, vous essayez de leur offrir de la valeur avant de demander quoi que ce soit sur des intents plutôt saturés. Si vous avez une offre qui est hyper innovante, je sais pas, vous vendez un nouveau
outil d'IA révolutionnaire qui permet aux sales de doubler leur taux de closing. Bon, après, peut-être il y en a plein, je Il sais y en a pas. 3 millions de ça. Ouais. Mais bon, ça va, on l'a compris, Là, il ouais, commence à y en avoir beaucoup, mais disons, voilà, je sais pas, un nouvel outil IA qui en fait va construire les listes de prospects de A à Z automatiquement sans que personne n'ait rien à faire. Alors, on lui dit juste, voilà, c'est quoi ma cible, et il vous sort tout le monde. Euh, Ça, en fait, c'est une offre qui est tellement innovante que si vous allez truquer avec, si vous allez cibler les gens avec des intents, donc les boîtes qui ont levé des fonds, et que vous leur pushez un petit peu cette offre, bah, elles n'en ont pas reçu d'autres similaires, donc il y a des chances que Mmh. ça marche mieux. Donc il y a déjà ça qu'il faut se dire. Donc vous pouvez un peu plus quand même aller sur des trucs plus traditionnels et pousser votre offre principale si vous avez une offre vraiment innovante. Et troisième point que je voulais aborder, c'est du coup, c'est quoi les autres options pour aller faire des choses très créatives. Là vraiment, ça va être aussi un petit peu du sur-mesure, mais plutôt aller sur des gens qui n'ont pas, il n'y a pas d'intent, il n'y a pas de signaux spéciaux. Donc juste, vous avez une bonne connaissance de votre ICP et essayez de trouver une offre, ce que j'appelle une offre pied dans la porte où tout le monde en a tout le temps besoin. En gros, si jamais vous voulez, vous vendez du site web. En fait, les gens, soit ils ont besoin d'un site web à un moment, soit ils n'en ont pas besoin. Et Mmh. comme on dit souvent, il n'y a que 3% du marché, je crois, qui est en recherche active d'une solution. Et donc, vous passez à côté des 97 autres pourcents. Donc, la solution que nous, on fait beaucoup pour nos clients, c'est d'aller cibler, donc, parfois sans intent, juste après les bonnes données démographiques. Donc, on sait que notre client, il cible les boîtes de 11 à 50 employés dans le secteur du BTP je sais pas, en Île-de-France. Donc, nous, on va prendre ça. Donc, et on va essayer de leur faire une offre que ils vont avoir envie d'accepter tout le temps. Donc nous, par exemple, en tant qu'agence de prospection, ça pourrait être dire aux gens, bah, bonjour, on vous crée une liste de prospection de 200 prospects avec leur numéro de téléphone mobile gratuitement. En Mmh. fait, quand je fais ça, moi ça, nous c'est notre expertise, du coup ça nous prend pas beaucoup de temps et on a déjà tous les outils donc ça nous coûte pas beaucoup d'argent. Et en fait, vu qu'il y aura plein de prospects qui seront intéressés parce que bon, il y a tout le temps ce besoin, c'est 9 pieds dans la Mmh. porte, je fais le rendez-vous avec eux, je leur donne leur liste, je leur présente nos services. Peut-être j'arrive à les convertir tout de suite après parce que j'arrive à bien les pitcher. Ou sinon, bah, je les ai dans mon CRM, on se reparle dans 3 mois et j'arrive à les convertir derrière. Et c'est des gens Donc, qui vont toujours te répondre aussi également, parce qu'après, on parle tout le temps du premier contact, du c'est ça. premier, etc. Mais on parle jamais du nurturing, du fait de tous les gens à qui tu as parlé, qui ont accepté de t'écrire, avec qui tu as Exactement. lancé une conversation. C'est des gens, en fait, qui ensuite sont des gens facilement adressables pour ton produit actuel ou pour d'autres produits futurs, quoi. C'est exactement ça. Donc, voilà, pour lutter un peu contre tout ce côté saturation, surtout si vous, voilà, vous vendez un service qui est pas innovant, comme bah, la plupart des gens, enfin, on n'est pas tous une startup IA qui sort un truc jamais vu. C'est hyper important de essayer de trouver cette offre pied dans la porte et de vraiment passer du temps à le réfléchir. Honnêtement, ça peut être plein de choses. Là même aujourd'hui, je sais pas, ça peut même être créer peut-être limite un mini outil. Ça peut être euh, juste aussi, il faut pas que ce soit des trucs évidents comme un audit SEO, un audit de votre site, un audit. Enfin, euh, si c'est quelque chose qui est déjà fait, qui est vu et revu dans votre industrie, c'est probablement pas la meilleure idée. Mais pour toutes les industries, honnêtement, c'est toujours possible de trouver un peu cette offre pied dans la porte. Et plutôt que de trouver, moi, ce que je trouve intéressant, parce que plutôt que d'essayer de trouver à tout prix le hack, tu vois, le nouveau tool, etc., concentrer son énergie, parce que c'est long à trouver, Ouais, hyper long à trouver, mais concentrer son énergie à trouver ça. Et ce que je trouve intéressant, c'est que de toute façon, aujourd'hui, on est quand même dans une période où ça va de plus en plus, c'est-à-dire que tout le monde a des produits qui sont des communautés, en fait. Il y a 1000 CRM, comme tu dis, il y a plein d'agences, il y a plein d'outils qui font exactement la même chose pour un même problème. Donc, du coup, effectivement, ce qui va changer, ça va être plein d'autres choses à côté, mais aussi l'approche. Et donc là, c'est de construire en fait la bonne approche. Et pour construire la bonne approche, faut avoir soit les bons intents, mais si t'as pas d'intent, donc en tout cas, je trouve ça intéressant il y a peu de personnes qui le disent. euh, Parfois, tu peux pas forcément te baser sur des intents, et ça, personne ne le dit en réalité. On te dit oui, c'est dépassé le truc démographique, etc., etc. Ouais, mais il y a des fois, t'as que ça. ouais, Et parfois, te servir d'un intent, désolé pour le terme, mais un peu bidon, ça va te foutre plus dans une sauce complètement. que te sauver à essayer de lancer une conversation. Parce que l'objectif, toujours, c'est de lancer une conversation. Même s'il y a des gens qui vont dire c'est prendre le rendez-vous, évidemment, in fine. Mais c'est d'abord d'avoir une conversation. Donc, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis. C'est ça. Donc là, en fait, on a un peu posé le cadre. On a parlé du constat, on a posé le cadre un peu de quelle est la réflexion à avoir
comment fonctionner parce que ça manque beaucoup. On parle tout le temps des outils, donc même si ça peut paraître long pour certaines personnes là qui nous écoutent, c'est que c'est important de passer sur cette phase-là et je pense que tu as apporté pas mal de choses. Maintenant, on va parler évidemment du moment où les gens veulent. C'est OK, l'IA aujourd'hui, il y a plein d'outils. C'est quoi les vrais? Alors déjà, dis-moi, parce que moi j'ai l'impression je continue à être sur le terrain, j'ai jamais lâché l'opérationnel, même si j'accompagne des boîtes. Et donc, du coup, j'ai quand même un peu les mains dans le cambouis. Et ce que je me rends compte, c'est que je me dis, il y a des moments où j'ai l'impression qu'il y a un peu de bullshit un peu sur l'IA. Et il faut faire vachement attention parce qu'il y a un peu avoir un truc du shiny object. Oh là là, punaise, il y a peut-être un truc que je loupe. C'est quoi les vrais usages en fait aujourd'hui d'IA à date? Je dis la date parce que s'il y a des gens qui écoutent le podcast dans 6 mois, on est en mai 2025. Voilà. OK. Bah, écoute, super bonne question. En effet, je pense qu'il y a plein de gens qui fantasment un peu sur: «Ah, c'est bon l'IA, les AI SDR qui vont prospecter à ma place». Honnêtement, ça, on en est très loin. Enfin, très loin. Peut-être que, enfin, dans l'IA, tout va vite, mais en tout cas, c'est pas encore là aujourd'hui. Et je dirais que l'usage numéro un et le meilleur usage, c'est sur tout ce qui est scrapping et enrichissement, et d'assez loin. Avant, en fait, quand on faisait une liste sur Sales Navigator, et qu'on allait extraire, je sais pas, 1000 prospects, en fait, on allait vraiment avoir 40% d'intrus, voire plus. Parce que peu importe le filtre qu'on met, en fait, juste, il y aura plein d'intrus parce que les gens se catégorisent eux-mêmes, ils oublient quand ils ont de recatégoriser quand ils ont changé de boîte. LinkedIn, ils ont eux-mêmes leur catégorie qu'ils essayent d'estimer. Tout est approximatif. Alors qu'aujourd'hui, en fait, un truc qui est super simple et que tout le monde peut faire, c'est vraiment à la portée de tous, c'est venir, on a fait son scrap et on donne à l'IA. Ça, on peut le faire dans Clé, par exemple, qui est un outil assez connu pour ça, mais ne serait-ce que donner ça à ChatGPT directement en uploadant son CSV, il peut déjà vous aider. Et ça vous fait gagner un temps monstre, ou il y a plein d'autres outils, des plugins ChatGPT for Google Sheets ou des choses comme ça. Mais lui dire, voilà, et cette colonne, c'est les personas, c'est le persona. Moi, voilà qui je cible. Je cible les CEO, voilà, les CEO, je sais pas, les COO, telle cible. Enfin, voilà, on donne un peu l'idée globale. Est-ce on doit être exhaustif ou pas? Par exemple, est-ce que par exemple, tout à l'heure, ce qu'on disait, Mhm. imaginons, je vais prendre un exemple là d'une boîte que j'accompagne. Est-ce que par exemple, je dois dire, OK, je cible les directeurs commerciaux ou bien, on va dire les COO de boîtes qui sont dans le milieu du BTP et de la construction. En ce moment, je suis un peu aussi là-dessus. Et qui doivent faire des appels d'offres. Bah, en fait, moi, je vais le faire en deux trucs séparés. Je vais faire le persona séparé, c'est-à-dire dire, voilà, pour la ligne persona, moi, je cible que les gens, et on n'a pas besoin de lui donner un job title. Je peux dire les gens qui sont un decision maker sur la partie sales. OK. Donc, je veux dire, ça va du CEO au sales manager en passant par le head of sales, etc. Et lui dire, voilà, si tu as un doute, et on peut lui dire, si tu as un doute, mets-le plutôt du côté oui, ou si tu as un doute, mets-le plutôt du côté non, hein, en fonction à quel point vous voulez que votre fichier soit clean. Parce que, évidemment, des fois, il aura un doute, et vous pouvez vous dire, je préfère ne louper aucun prospect, ou se dire, je préfère ne contacter aucune personne de manière impertinente. Et la même chose pour, du coup, l'ICP, se dire, là, à ce moment-là, on va lui donner, à ce moment-là, ici, il y a un plus gros taf, dans le sens où on va mieux le faire avec Clé, qui est un outil, en fait, c'est comme un Google Sheets, mais qui est connecté à plein d'API, qui est connecté à ChatGPT, qui est connecté à des outils de prospection. Et là, en fait, lui, ça va être un agent IA qui, pour chaque ligne, on va lui donner le site de chaque prospect. On va lui dire, visite le site de ce prospect-là, enfin de cette entreprise, et dis-moi si c'est effectivement une entreprise B2B dans le secteur du BTP. Et donc lui, derrière, il va te dire oui, non, oui, non. Euh, et là, vu que c'est pas dans ses connaissances, alors que donc il doit aller scraper le site lui-même, il va l'analyser, le texte, les images, etc., pour nous donner une réponse. Donc ça, c'est hyper fort parce que y a pas de place à l'erreur, il peut pas se tromper en théorie, contrairement à, voilà, du coup, au filtre SalesNav, ou même si peut-être c'est dans la catégorie bâtiment, en fait, la boîte Ah peut ouais, rien souvent tu avoir. peux avoir des trucs, c'est rien à voir. Mais par contre, en fait, j'ai l'impression quand même qu'en amont, Mhm. après on va aller là-dessus, mais il faut quand même que tu sois extrêmement bon pour comprendre ce que tu veux aller chercher quand tu veux scraper. Heu, pour moi, est-ce que c'est quelque chose avec qui tu construis ça? Parce que on parle souvent du RevOps comme si c'était un gars, tu vois, qui allait arriver comme ça, et cetera. Mais moi, je galérais à faire ce chemin-là, tu vois? Je cherche tel persona, de tel type de boîte, j'allais sur le site, j'allais regarder dans la page à propos,
j'allais faire ça, je faisais un copier-coller, je le mettais dans mon truc, tu vois? Qu'ensuite, bah, un gars RevOps peut dire: «Attends, elle est en train de faire ça? Elle est sérieuse elle? Bon, bah, non, en fait, aujourd'hui, Ouais, il y a l'IA qui permet de faire ça». Mais en réalité, faut aussi peut-être dire aux boîtes qu'elles ont plein d'apprentissages chez plein de gens et peut-être qu'avant, il faut peut-être qu'elles se posent à côté de leur sales en disant: «Qu'est-ce que tu fais quand tu vas chercher tes personnes, quoi?» enfin, honnêtement, c'est exactement ça. En fait, tous les trucs à automatiser, c'est plutôt se dire, qu'est-ce que le sales fait déjà, qui lui fait perdre du temps et qui est une tâche à faible valeur ajoutée, alors que si on va derrière, je sais pas, si une agence clé et qu'on lui dit, vas-y, fais, il va nous vendre du rêve, mais ce workflow, truc, il va nous dire, je vais vous faire ce workflow hyper compliqué, etc. On va se retrouver à payer 5 000 € un workflow, qui va nous servir à rien à la fin parce que, en fait, il a été pensé en théorie et pas en pratique. En pratique, Mmh. on se rend compte qu'en fait, ce workflow-là, quand on passe tous les filtres, ben en fait, il reste 4 prospects par mois à la fin, par exemple. Ça, faut pas l'oublier que, en fait, à chaque fois que vous allez sur des intents ou des choses comme ça, si votre marché de base, il y a 10 000 personnes et que vous dites, bah, ok, moi, je veux me concentrer sur celles qui recrutent je sais pas, des head of sales. Bah, en fait, sur les 10 000 boîtes, il y en a 40 qui aujourd'hui recrutent des head of sales. Peut-être même Mmh. moins que 40. Mmh. Et donc, il faut quand même aller travailler les 9 950 autres. Ouais. Donc, c'est pour ça se dire, il faut rester sur la pratique et partir de la pratique et pas trop être tout de suite dans ce qu'on voit sur LinkedIn, ce que des freelances ou des agences peuvent vous dire ou des idées très très théoriques et plutôt se dire, ok, qu'est-ce qu'on fait à la main? Allons l'automatiser. Et du coup, ce point que tu me dis, voilà, je vais sur le site chercher les infos. Donc, c'est le deuxième point que j'allais dire. En plus, sur la partie list building, on peut enrichir. Par exemple, on a une liste de boîtes et de la personne dans la boîte. Dire, visite le site et on peut lui demander plein de trucs. Trouve-moi un case study pertinent. Trouve-moi me dire, c'est qui leur cible au global? Qui ces gens-là cible? Est-ce que c'est une boîte B2B? Est-ce que c'est une boîte B2C? Est-ce que si, est-ce que ça? Et toi, derrière, tu as toutes tes colonnes. Comme ça, potentiellement, tu peux utiliser ça comme variable dans tes calls d'email. Moi, c'est un truc que j'aime bien. Plutôt que, il y avait longtemps ce fantasme de se dire, l'IA va écrire le call d'email au global. Et aujourd'hui, honnêtement, c'est possible. C'est possible avec les bons prompts, mais surtout la bonne donnée, en fait. Il faut savoir lui donner la bonne donnée. Si jamais l'IA elle a de la mau- elle a- on lui donne pas de données, elle va juste pas pouvoir écrire un bon truc. Mais si vous lui donnez exactement toute la description LinkedIn de la personne, plein de variables, plein de petites choses, vous allez pouvoir lui faire écrire un bon message. Le problème, c'est que souvent, il y a beaucoup de boîtes, beaucoup de gens pour qui ces données ne sont tout simplement pas disponibles. Leurs profils LinkedIn sont mal enrichis, leur site web, ben, il y a presque rien dessus, parce que voilà, on n'est pas tous des startups tech avec un site qui est parfait. Ou des freelances ou indépendants qui ont Ouais, suroptimisé leur sur profil LinkedIn. LinkedIn, ouais, exactement. Donc il faut vraiment juste penser ça, mais aussi se dire, moi tout simplement, je suis un sales. En général, les boîtes, avant de les prospecter, qu'est-ce que je vais aller regarder sur leur site? Et en fait, ce truc-là que bah, très souvent je trouve sur leur site, je sais pas, une boîte je sais pas, des restaurants, peut-être je vais me dire, sur leur site, va me chercher, c'est quel type de restaurant? Est-ce que c'est plutôt pizzeria? Si, c'est ça, ça. Va me chercher, est-ce que ils ont des liens vers leur Instagram et des liens Facebook, enfin, etc. sur leur site? Est-ce que si, est-ce que ça? Enfin, j'en ai aucune idée. Enfin, en plus, la plupart de ces trucs-là, on peut les scraper sans l'IA en général. Mais, euh, mais tout ça pour dire que, je sais pas, si vous ciblez une typologie de boîte et que vous allez tout le temps faire les mêmes recherches sur leur site, se dire, ok, leur section à propos, je vais aller regarder depuis combien de temps ils existent. Bah, vous pouvez, bah, voilà, dire à l'agent IA, allez chercher sur leur site depuis combien de temps ils existent. Bon, honnêtement, il y a plein d'autres outils qui vont vous aider. Enfin, je donne des mauvais exemples de data qui sont scrapables assez facilement sans IA, Ouais, mais mais au moins on a la logique, et cetera. Mais tu vois, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que justement, ce que tu l'as dit, c'est que bah, la data, elle est pas forcément propre pour tout. Comment tu fais en fait après pour vérifier, surtout si tu utilises en fait cette data-là ensuite pour les emails? Je te dis ça parce que je suis dans la case d'usage et j'imagine qu'il y a d'autres personnes qui écoutent ce podcast qui l'ont eu. Ou moi, du coup, je travaillais avec quelqu'un qui faisait ça. Et donc moi, j'arrive à la chaîne juste après à faire du coup du call ouais, dessus. Hem Et donc j'arrive avec ces intents parce que les intents dont on parle, en fait, c'est pas que pour du email, ça peut être aussi ouais, également, ça peut être aussi également téléphone. pour du téléphone, et cetera. Et justement après j'aimerais qu'on en parle de comment ensuite on l'utilise. Je me suis en fait, il me demandait, j'étais très énervée
parce que, bah, je me suis fait insulter par la personne, «insulter» entre guillemets, hein, mais en tout cas bien envoyer balader parce que, bah, l'intent que je lui donnais, c'était pas du tout bon. Je vais donner très vite l'exemple, c'était on ciblait des boîtes et on parlait d'un ATS. OK. Donc quand moi j'arrive en disant: «Bah, écoutez, vous utilisez tel ATS» et non. «Ah Ouais, bon? Non». Ou bien autre chose, là je te donne un autre truc, alors là on parle de la fausse data, mais un autre truc et c'est pour ça que je veux juste après qu'on mette un peu de nuance. Deuxième cas de figure, je vous rappelle une autre personne, du coup j'ai compris, je vais pas dire: «Vous utilisez tel ATS», je me dis: «Vous utilisez un ATS?» ouais, et la personne me dit: «Bah, j'en sais rien». Parce qu'en fait c'était un level ouais, trop important, c'était un il dit: «C'est pas moi qui m'en occupe quoi en fait». En gros ouais. c'est le problème du DRH et j'ai appelé le DG. Donc, pour moi, en fait, comment tu fais? Parce que là, en fait, on parle quand même de trucs. Est-ce qu'il y a pas un danger à utiliser ces trucs-là en mode high scale? Et là, je vais revenir sur un débat chirurgical de faire ça ou on fait du chirurgical, on vérifie tous les mails, on vérifie vraiment que la data elle soit bonne ou en fait, bah, c'est pas grave, il y a de la casse? Bah, honnêtement, c'est une bonne remarque. Je dirais que nous, on a beaucoup d'étapes de vérification. C'est-à-dire que, par exemple, quand l'IA, elle va nous donner une info, déjà, elle te donne aussi un degré de confiance, avec OK, et en plus, tu peux aussi mettre ça dans le prompt. Tu peux lui dire: OK, «Voilà, si t'es pas sûr, mets-moi ça». Tu lui dire, par exemple: «Si t'arrives pas à scraper le site, mets-moi genre, mets-moi, je sais pas, no result», par exemple. Il y a plein de trucs qui sont possibles de faire pour se prémunir. Là, dans les cas que tu me décris, c'est plutôt ben, pour les données, enfin sur les technos que les boîtes utilisent, ça va être des outils qui vont aller chercher ça. C'est pas avec de l'IA, c'est plutôt soit eux ils ont réussi à avoir ça en scrapant. Enfin, il y a plein de petits hacks. Par exemple, on peut aller checker dans le nom, dans le DNS. Le DNS c'est Domain Name Server, c'est tout ce qui est à propos de votre nom de domaine. Bah, en fait, par exemple, dessus, on peut aller savoir si vous utilisez l'Emlist. Parce que si vous utilisez un Lemlist, un truc comme ça, il y aura, euh, vous allez mettre un custom, je sais pas quoi, pour que il puisse envoyer des emails en votre nom. Ou sinon, HubSpot ou bah voilà, enfin, il y a plein de trucs différents qui sont possibles. Il y a d'autres outils où ça va être plus évident. Si vous avez un chatbot sur votre site, ben on voit le chatbot en bas à droite. Euh, et il y a des outils qui sont plus durs à savoir, comme un ATS, ben bon, c'est pas on n'est facile. pas sûr, OK. Bah, et ouais, ouais, donc ouais. des fois, ils vont te donner des voilà, Des sujections, ils sont pas sûrs, mais ils te le donnent quand même. Donc moi, je suis sur ce côté-là, et aussi en général, je suis plus du côté accepter la casse. Se dire: «OK, peut-être dans 30 des cas, 20-30 des cas, je sais pas, ça sera faux, mais on va pas se priver des 80 de cas où c'est OK. juste». Surtout qu'en prospection, et si vous êtes dans le métier, enfin, de toute façon, vous avez déjà fait le test, mais quelqu'un vous le rappelez une semaine après, il se rappelle plus de vous. Et Mmh. pareil, quelqu'un qui a lu un email, enfin, ou pas lu, peu importe, enfin, 2 jours après, enfin même pas, 2 heures après, il s'en rappelle plus. Enfin, Mmh. est-ce que quelqu'un peut venir et me citer un email qu'il a reçu la semaine dernière de prospection? Enfin, je Nope. pense, que je peux citer aucun email de prospection que j'ai reçu de toute ma vie, limite. Sauf moi parce que je fais du contenu sur les mauvais, Oui, prospection. Mais oui, 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 en fait, ouais, en fait, non, non, mais oui, non, je suis d'accord. Je pense que cette personne-là, je la rappelle, elle se souvient pas que je lui ai dit qu'elle avait le mauvais ATS. c'est ça. Complètement d'accord. Mais c'est ce que je voulais en fait, ce que je voulais savoir, tu vois? Parce qu'il y a souvent cette team-là. Moi, je suis plutôt de ta team. Je pense que de toute façon, en vrai, il y a tu peux pas même avant qu'il y ait l'IA, de toute façon, tu faisais de la casse Ouais. parce que soit, ton prospect estimait que tu l'appelais trop, tu l'appelles au mauvais moment et cetera. Ça t'empêche pas qu'à un moment donné, il faut appeler les gens. Ah oui, Les c'est gens, ils sûr. aiment pas le téléphone, mais on continue à les appeler. Les gens aiment pas qu'on les contacte par LinkedIn, on continue à les faire un message par Oui, LinkedIn. oui. Crois-moi, plus personne fait du business donc non, non, je suis alignée je suis alignée par rapport à ce que tu dis. Donc du coup, pour toi, les usages en fait globalement d'IA, principalement aujourd'hui, les meilleurs usages, c'est la partie scrapping. Bah, du coup, il y en a d'autres, mais donc déjà sur la partie scrapping, donc là, j'ai vraiment parlé de beaucoup scrapping, mais il y a d'autres, il y a aussi le côté personnalisation. Donc là, c'est vraiment écrire des messages personnalisés, adapter le texte. Même un truc qui peut être, faut savoir aujourd'hui que les filtres de spam sont très très beaucoup plus stricts que il y a juste un an. Voilà, vous prenez début 2024, les filtres de spam étaient beaucoup moins stricts que maintenant. Et en fait, vos domaines, vos noms de domaine vont beaucoup plus rapidement perdre leur réputation. Donc déjà, ne prospectez pas avec votre nom de domaine principal, mais même vos noms de domaine secondaires, ils vont très vite brûler. Un truc qu'il est possible de faire, c'est juste
prendre votre email de base et juste dire à l'IA, visite le site de ce prospect-là et change un petit peu le copywriting sans changer la signification de l'email pour l'adapter un petit peu à son site, au site de sa boîte, par exemple. Et ça, en fait, juste, chaque email sera unique, ça améliorera pas la qualité du copywriting, mais juste du fait que chaque email sera différent, ça fera que vous passerez mieux les filtres de spam de Google, Microsoft, Apple. Avant, il y avait beaucoup le côté spin tax. La spin tax, c'est quoi? C'est juste, par exemple, je vais mettre dis bonjour ou hello ou salut. Et ça va aléatoirement mettre un des trop. Et je vais faire ça pour plein de mots dans mes emails. Sauf qu'aujourd'hui, ça marche déjà beaucoup moins bien qu'avant. Parce que Google, Microsoft, etc., ils s'en rendent compte. Aujourd'hui, ils voient que c'est exactement la même chose et qu'il y a ces La mêmes, même structure, tu mets la même le même contenu et ces tu mets petites juste ça. rotations, Ouais. ces petites rotations, etc., surtout quand vous faites pas mal de volume. Mais là, en l'adaptant avec l'IA, qui va vraiment du coup regarder le site de chaque prospect et parfois changer quelques petits trucs comme ça, euh, évidemment, tester. Enfin, moi, ce que je fais souvent, c'est que je vais faire mon prompt, générer ça pour 50 prospects, lire comme ça rapidement, passer 3 secondes sur chaque ligne, et sur 50 prospects, je sais déjà si mon prompt il est bon ou pas. Et ensuite, Mmh. voilà, sur les 50, ok, il est bon, je le fais pour les 500 et ça part. Donc voilà, c'est OK, un peu ça. intéressant. Donc il y a ce cas Donc c'est pas d'usage-là. pour le copywriting et du coup, justement, ça répond à la question que je voulais te poser qui est aujourd'hui, tout le monde dit: «Ouais, c'est les mêmes mails qu'on reçoit» parce que, tu vois, c'est comme le contenu, quoi. Tu fais les mêmes posts, tu fais les mêmes mails et les gens sont en mode genre, mais du coup, ouais, là, en fait, ça parle pas du copywriting. Le copywriting est encore quelque chose de très, très différent, mais c'est plutôt la personnalisation et comment faire en sorte, OK, quand tu as les bonnes datas. Après, je pense que l'IA est meilleure qu'un copywriter moyen, largement. Donc si c'est pas votre spécialité, ça peut très bien fonctionner. Utilisez Claude, qui est meilleur en copywriting Ouais, c'est vrai. que ChatGPT. Mmh. Maintenant, je pense que un bon copywriter, il va être meilleur que du coup un Claude ou un ChatGPT, etc. Surtout qu'ils vont faire des emails très génériques. Si jamais En fait, on- il y aura le côté un peu créa, quoi, tu vois? Genre, enfin Ouais, voilà. après, faut pas hésiter, faut tester, il faut Mmh. aussi modifier après, il y a plein de choses. Mais je pense aujourd'hui même que le contenu de l'email, il est pas euh, si important que ça. Et d'ailleurs, Alexandre, il en parlait à un moment. Alexandre Bring, qui est déjà Ouais. passé ici. Et il en parlait, il disait que beaucoup de gens se concentrent sur le copywriting, alors que c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg. C'est-à-dire que si jamais on comprend bien son ICP, qu'on a une excellente offre, en fait, le message, il est évident. C'est vraiment Mmh. facile, il s'écrit tout seul. Parce qu'on a une excellente offre. Et qu'on comprend bien les pains de son persona. Parce qu'en fait, le copywriting, c'est juste, en fait, c'est tout le temps la même chose. C'est juste un peu le pain, et puis une très bonne offre, et puis un peu de social proof, et, et on essaie de personnaliser autant que possible, mais il y a pas de magie. Et donc, je dirais que, ouais, le C'est vrai copywriting, que si c'est tu as les pas mal. bonnes infos, si tu as les bons trucs, les bons ingrédients, l'IA fait le job très bien. Si tu as un moyen et comme on est majoritairement tous moyens en copywriting parce que c'est quand même un métier à la base, voilà, vaut mieux utiliser ça. Ouais. Maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet parce que je sais qu'il y a quelque chose de très, très enfin, tu as une vraie position là-dessus en disant l'email, oubliez s'il y a pas de vidéo dedans. Bon, moi, je suis d'accord avec toi parce que c'est ce que je fais de la vidéo, mais toi, tu le fais aujourd'hui tout le temps, Ouais. systématiquement, à scale et avant ça, tu avais monté un SaaS qui permettait de faire ça. Tu avais compris, moi, ce que je trouvais hyper intéressant pour que les gens comprennent, c'est que tu avais compris que c'était trop d'efforts pour les sales ou pour les gens de faire Ouais, eux-mêmes la vidéo et donc maintenant, tu as monté une agence qui permet de le faire pour les gens. c'est ça. Donc Donc, tu as plein d'apprentissages. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus, justement en disant: «Arrêtez vos mails avec rien», quoi? ouais, bah en fait, aujourd'hui, c'est quoi moi, comment je vois la chose? Juste déjà pour mettre un peu de contexte, une vidéo de prospection, c'est quoi? C'est quand on fait un email ou même un message LinkedIn et qu'on met une vidéo dedans, souvent le format ça va être un peu un format Loom, pour ceux qui voient bien ce que c'est. Donc c'est juste une vidéo où on est en bas à gauche, on a notre petite bulle où il y a notre visage, et le reste c'est un partage d'écran où Mmh. par exemple on va être sur le site du prospect, puis par exemple faire une démo un petit peu de notre outil rapidement, ou une présentation PowerPoint pour lui montrer quelques trucs, mais des choses qui sont pertinentes, et essayer euh, voilà, on a un peu plus de matière à expliquer que dans un simple email texte. Et l'idée, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, en fait, hormis le côté personnalisation que permet la vidéo, et le côté juste dire, bah, j'ai fait un effort pour toi, je t'ai fait une vidéo, il y a déjà ce côté,
où aujourd'hui tout le monde reçoit des dizaines d'emails chaque jour. Les gens Mmh. ne les considèrent même plus. Enfin, faut vraiment se dire, il y a personne qui se rappelle d'un email qu'il a reçu. Les gens, ils voient l'email, ils l'ouvrent, ils ont 3 4 secondes pour se dire, OK, est-ce que je le mets en corbeille? Est-ce que je réponds? Et très souvent, bah, c'est la corbeille. Mmh. Et là, en fait, le gap souvent entre l'écart entre j'ai reçu un email texte et je vais prendre un rendez-vous, il est énorme. Car la personne ne vous connaît pas, elle a pas vu votre visage, elle a jamais entendu parler de vous. Enfin, vous avez fait un tout petit email qui est court, parce que de toute façon, si vous faites un email long qui explique tout ce que vous faites, elle va pas le lire, parce que personne va s'amuser à lire un pavé. Et donc, c'est super difficile. Et donc, l'idée de la prospection vidéo, c'est de venir mettre un intermédiaire entre l'email texte et le rendez-vous. C'est se dire, OK, moi, dans mon email texte, je fais un email court. Moi, ce que je veux, c'est juste que la personne clique sur ma vidéo. Ça, c'est pas un gros engagement. N'importe qui peut se dire, bon, OK, je vais aller cliquer sur cette vidéo. Et ensuite, dans la vidéo qui dure 1 minute 30, bah, on a 1 minute 30 pour pitcher. Et vu que c'est un format qui est beaucoup plus agréable, enfin, qui demande moins d'efforts au cerveau pour les prospects, bah, en fait, ils ont beaucoup moins de mal à regarder 1 minute 30 de vidéo qu'à lire pendant 1 minute 30. Et donc, vous pouvez leur présenter vos cas clients visuellement. Enfin, du coup, déjà, ils voient votre visage. C'est plus juste un email texte où il n'y a pas d'humain derrière, qu'on n'arrive pas. Enfin, d'un côté, on imagine du spam, mais là, on se dit, ah, ok, en fait, c'est quelqu'un. On peut présenter des choses pertinentes par rapport à eux. Donc, il y a plein de choses. Et donc, on arrive sur ce côté, on arrive à mieux capturer l'attention du prospect et à tisser la confiance du prospect parce que d'un coup, on met tout ce côté humain, on arrive à mettre ce côté social proof et beaucoup de choses. Mmh. Et moi, je trouve Et que c'est donc, un excellent moyen parce qu'aussi ça permet à la personne de se projeter, de savoir si elle a envie de de discuter avec toi pendant 1 heure, parce que ou une demi-heure, ça dépend de la durée de votre rendez-vous, mais c'est quand même important. Enfin, du coup, voilà. Et je voulais juste te poser une question avant, c'est que comment toi, tu le fais à scale? c'est ça. Donc, Alors du coup, c'est pour ça que c'est intéressant de le voir parce que peut-être qu'il y aura des gens qui disent: «Bon, bah, oui, OK, c'est pas nouveau le truc de la vidéo et cetera», mais en fait, le truc, ce qui est intéressant, c'est que tu le fais à scale. Moi, j'aurais toujours peur. Moi, je fais, de manière, chirurgicale et personnalisée, donc je fais une vidéo par vidéo. Je fais ouais, pas à scale, j'ai pas passé le cap. Toi, tu as des résultats assez incroyables. Comment tu fais pour faire à scale, que ça reste toujours humain ouais. et surtout, bah, que tu racontes pas n'importe quoi, quoi? Ouais, bah, je dirais que il y a déjà plusieurs choses. Nous, quand Laetitia dit at scale, c'est que en gros, nous on fait de la prospection vidéo automatisée, c'est-à-dire que nos clients, ils vont tourner leur vidéo une fois. Donc voilà, il y a un script qui s'enregistre. Et à partir de cette vidéo qu'ils tournent une fois, on va en générer des centaines qui sont personnalisées à chaque prospect. C'est-à-dire que chaque prospect va entendre son prénom. C'est-à-dire que si moi, demain, j'enregistre une vidéo et j'ai juste, ben, bonjour, j'espère que vous allez bien, je vous fais cette petite vidéo parce que si ça. Chaque prospect va entendre bonjour Laetitia, bonjour Julien, bonjour Stéphane, bonjour Marie, etc. Et J'aime bien, donc, je rigole parce que tu as fait comme ça: «Bonjour» et je sais qu'il y a un feedback que tu as fait à Heidi, qui est aussi passée dans le podcast et qui m'a fait un feedback sur ma propre vidéo que je lui ai filée en disant: «Tu la penses comment?» parce que je demande toujours l'avis avant de prospecter et tout et il m'avait dit: «Faut que tu fasses un hello, apparemment ça augmente le nombre d'ouvertures et tout ça, le hello comme ça», donc c'est pour ça que je rigole. ouais, c'est bah, exactement ça. Et du coup, ouais, pourquoi est-ce qu'il, je me souviens plus où est-ce qu'on en était. Désolée Ouais, d'avoir je disais le coupé. prénom, et Ouais. cetera. Mais il y a pas que le prénom, il y a aussi, par exemple, le background. Nous, ce qu'on va faire, c'est on va mettre le site web de chaque prospect en arrière-plan ou son profil LinkedIn. Même des fois, ça peut être sa page Instagram, sa page Google Maps, une présentation customisée par rapport à lui. On va aller scraper certains éléments sur lui et le mettre dans le background de la vidéo, comme si on partageait notre écran. Faut s'imaginer, on est là, on dit au prospect, ben voilà, je suis passé sur votre site, j'ai vu telle chose, donc je me suis permis de vous créer un compte démo sur notre outil. Et donc là, par exemple, si vous vendez du SaaS, vous pouvez automatiquement faire comme si vous avez créé un compte démo et que chaque prospect, il voit un petit peu une vidéo, vous avez fait une démo qui, entre guillemets, est faite que pour lui. Mais tout ça, c'est automatique. Donc il y a vraiment plein de cas d'usage. Pour certains clients, on va aller scraper la bibliothèque publicitaire de chaque prospect et donc que chaque prospect voit ses pubs à lui et lui dire bah, j'ai analysé vos publicités et j'ai quelques recommandations à vous faire. Enfin, ça peut être plein de choses. Et donc, c'est toujours ce côté. euh, L'idée, c'est d'être le plus personnalisé possible tout en étant pertinent. Euh, faut pas faire de la personnalisation. Enfin, même si la personnalisation gratuite, ça peut aider,
Mais l'idée, c'est qu'en plus de ça, on essaie de rester pertinent en allant lui afficher des choses qui sont pertinentes par rapport à lui, pouvoir étayer mieux notre discours. Parce qu'en fait, dans le call d'email, il faut très souvent faire court, aller droit au but, parce que les gens ne lisent plus. Là, on a un peu plus le temps de se dire, ok, je vais pas juste lui faire une grosse promesse comme tout le monde. Je vais générer pour vous 20 rendez-vous par mois. Ouais, c'est pas Et ça. en fait, bon, il y a 50 personnes qui ont fait cette promesse, mais d'un coup, si dans une vidéo, je peux dire que bah, nous, on fait ça grâce à la prospection vidéo automatisée, on a fait ça pour une autre boîte exactement comme vous, dans la même industrie, voilà comment ça fonctionne, vous tournez une vidéo une fois, il y a ci, il y a ça, etc. Et en fait, on peut rentrer beaucoup plus dans le détail. Et aujourd'hui, contrairement peut-être à il y a quelques années où les gens disaient limite, concentrez-vous sur les bénéfices et pas du tout sur le comment ou sur les features. Aujourd'hui, en fait, le marché est tellement saturé par des gens qui font des grosses promesses, qui se concentrent que sur les bénéfices, Qui mentent, que c'est il compliqué y de a, retenir. c'est ça, il y Ouais. a ce retour Mmh. à, bah, là, comment on sort du lot, c'est en montrant le comment. Là, tout le monde peut dire, tout le monde peut faire des grosses promesses, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent vraiment dire comment est-ce qu'ils vont y arriver à les remplir. Ouais, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis et je pense que ça va peut-être résonner à toutes les boîtes et parce qu'en fait, encore une fois, moi j'aime bien apporter de la nuance à chaque fois, mais je pense que ça correspond à quand même beaucoup de boîtes qui ont pas forcément une proposition de valeur qui peut être dissible en déjà qui est unique et qui est dissible en très très peu de mots. Et du coup, c'est une des raisons pour laquelle moi je fais beaucoup de vidéos aussi. C'est parce que bah, à chaque fois les produits que je commercialise, en une phrase, je peux pas te raconter ce que c'est. Ou en tout cas, si je te raconte en une phrase, c'est juste je ressemble à tous les autres. Ouais. Et donc, du coup, j'ai besoin en fait d'expliciter pour donner les éléments de différenciation ou le comment, etc. Donc, je trouve ça hyper pertinent. Maintenant, je vais te poser la question fatidique. Ouais. Là, on a parlé du monde d'avant. Un monde que je regrette, où j'arrivais à générer 10 rendez-vous juste en faisant Hello Omar. Aujourd'hui, c'est plus possible. Demain, la vidéo, si tout le monde commence là, tu vois, Ouais. genre à faire ça, à scale, automatisé, du coup, on va avoir un petit moment de laps de temps où les gens un peu comme moi qui font du personnalisé, peut-être que ça. Mais en fait, après, ça va partir. Comment tu gères ça, en fait? Comment toi, en tant que personne qui est spécialisée hein, aujourd'hui en prospe, je sais que tu vas monter probablement un SaaS, etc. C'est ton truc, c'est ton cœur. Tu t'exploites ça depuis des années. T'es pas. Comment on gère pour en fait faire en sorte. Est-ce que tu penses qu'on va pouvoir retrouver un truc où on arrive à générer nos leads, avoir quelque chose de prédictible, sans toujours devoir dépenser plus et toujours faire plus? Euh, ouais, c'est des bonnes questions. Honnêtement, je pense que et aujourd'hui, il y a toujours plein de moyens, même j'ai presque envie de dire plus que jamais, d'avoir des moyens d'avoir un lead flow prédictible. Aujourd'hui, enfin voilà, il y a vraiment, il y a des moyens de monter des vraiment bons systèmes d'acquisition et avoir vraiment des trucs solides. Maintenant, je pense pas que les coûts d'acquisition baisseront dans aucun secteur. Enfin, honnêtement, c'est une courbe qui est, je pense, croissante à- 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 vers l'infini. Je pense que ça s'arrêtera jamais et que voilà, 2028 sera plus cher que 2027 et que 2035 sera plus cher que 2034 parce que de plus en plus de compétition, dès qu'il y a un nouveau truc, il est exploité par les autres. Mais honnêtement, par exemple, moi, déjà en 2021, quand j'ai lancé Widevo, mon SaaS de prospection vidéo, je pensais que euh, je pensais que dans 2 ans, 2 ans après, je me disais limite ça marchera plus. Enfin, je me disais voilà 2024, tout le monde aura fait de la prospection vidéo, tout le monde en recevra des tonnes, ça fonctionnera plus du tout. Mais euh, je le vois encore aujourd'hui, les gens en fait aiment tellement pas se filmer, et ils aiment C'est tellement pas exactement tourner ça. des vidéos, c'est tellement, ils ont tellement de préjugés sur ça de mes prospects ils sont trop corporate, ça va pas marcher sur eux, ils sont trop vieux ou ils sont pas assez digitalisés ou alors qu'en fait tous ces gens-là ils passent leur journée sur Instagram Reels ou TikTok ou YouTube Short, donc évidemment que la vidéo ça va marcher sur eux aussi. Et Et après, je trouve que ça te dit un truc intéressant. C'est un peu comme le call call. C'est quand même deux call call. En fait, pourquoi aujourd'hui ça marche après des années, tout le temps on dit c'est mort. Même là, en fait, on nous dit qu'on va avoir des outils qui vont bloquer les trucs, ouais, mais ça a toujours marché le call call. Pourquoi? Parce que en vrai, je pense que on exagère le nombre. Je pense autant que sur l'email, les gens envoient des masses d'emails. Je pense ouais, si demain on avait le vrai chiffre, je pense qu'on serait choqués, quoi. Et puis en plus, je pense que moi j'ai déjà eu des retours de gros C-level qui me disaient le nombre de mails qu'ils recevaient par jour, ouais, c'est insane.
Mais par contre, je pense que le cold call, c'est pas tant que ça. Même si beaucoup en parlent sur les réseaux, en vrai, c'est pas tant que ça parce que même moi qui en fais depuis des années, il Ouais, y a toujours le moment où cette journée, tu pas bien, ouais, tu pas la force de t'envoyer faire balader, tu as toujours envie d'avoir la facilité et je pense que c'est la même chose sur la vidéo et j'aimerais juste ajouter sur la vidéo, c'est que ça marche aussi quand tu as la good vibe. ouais, Il y a des il y a des il y a des il y a des personnalités pour qui la vidéo ça marche pas, parce que, tu pas la bonne énergie, on voit que tu clairement. crois pas à ton produit, tu donnes pas envie. Donc j'ai l'impression que c'est quand même un peu peut-être quelque chose qui est un peu protégé Ouais, et qui fait que, bah, peut-être que ça sera un peu comme le cold call. Ce sera ouais. quelque chose qui, quand c'est utilisé, ça marche et quand, c'est pas utilisé, bah, Ouais. faut être Après, honnête. honnêtement, je pense que ça marchera plus à un moment pour plein je OK. pense qu'aussi, vu que ça s'automatise, à un moment, ah peut-être, je c'est pas pour tout de suite, mais peut-être que dans 2 ans déjà, ça marchera plus du tout et honnêtement, j'en suis assez convaincu. Je pense que ça marchera pas pour OK. toujours. Tu veux dire que Donc parce que les gens trouveront que c'est pas vrai, c'est pas vraiment vrai? ouais, parce qu'en fait, Ouais. là aujourd'hui, ben, nous on fait ça pour, X clients, ben, voilà, imaginons ne serait-ce que dans 2 ans, on fait ça pour 10 fois plus de clients et que on envoie plus de volume. Enfin, il y a un moment où il y aura sûrement d'autres acteurs qui vont commencer à faire ça aussi. Donc c'est sûr qu'à un moment et je le vois déjà, ça marche de moins en moins bien. C'est-à-dire que déjà, il y a 2 ans, heu, je pense qu'il y a 2 ans, si je faisais des trucs de la qualité de ce que je fais aujourd'hui, j'aurais eu des résultats, mais qui sont complètement, Incroyable. monstrueux. Déjà aujourd'hui, on a des bons résultats, mais rien que maintenant, je pense comparé à il y a 8 mois, heu, les résultats ont baissé. Évidemment, ça reste c'est pas du divisé par 2, mais Mmh. déjà, on se dit que globalement, c'est peut-être, 15 de moins parce que quand même de plus en plus de gens s'y mettent, il y a plein de choses, et donc moi, je pense que c'est vraiment, bah, maintenant qu'il faut s'y mettre déjà, parce que je pense vraiment que dans peut-être 2 3 ans, ça marchera plus. Et aussi, il y a un point on en a pas parlé du tout, mais déjà, le cold call, moi, je pense que c'est vraiment le truc, enfin, qu'il faut faire. Je suis très, avec l'IA, avec toutes les automatisations qui vont arriver, bah, le cold call, le porte-à-porte, c'est des trucs qui, au moins ça, on se fera pas remplacer par l'IA. Donc, les gens qui sont bons là-dessus, ils devraient redoubler d'efforts plutôt que se dire, ah, je vais essayer. Je vois beaucoup de gens qui sont bons en cold call et qui sont jaloux un peu des gens qui font du cold email avec de l'automatisation et des choses comme ça. Je Mais fais partie de ces personnes-là. ils savent pas que ces gens-là, ils ont pas de résultats. Et donc, Mais parce qu'en fait, c'est moins chronophage comme énergie. Moi, quand je sors ouais, d'une session de 2 heures de cold call, je suis rincée, je suis fatiguée, bien en fait, sûr. tu vois? Alors que quand tu vois que tu as des petits trucs, des petites réponses, petits trucs et cetera, ça fait rêver, tu vois, ce Ouais, côté-là. c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est ça, donc beaucoup de gens fantasment sur ça, mais je suis d'accord avec toi, le cold call, c'est un truc qui partira pas. Et du coup, je voulais parler de ça, le warm call, que nous, on fait beaucoup sur la partie vidéo. C'est-à-dire que les gens, nous, on peut traquer quand une personne regarde une vidéo. Et en fait, dès que la personne regarde la vidéo, vous pouvez, bah, quelques heures après, ou rapidement, ou même le lendemain, la rappeler en lui disant, bah, bonjour, oui, c'est un tel, je vous ai envoyé une petite vidéo hier, et c'était à tel sujet, je voulais savoir ce que vous en aviez pensé. Et là, les gens, c'est vraiment des leads tièdes. C'est pas du tout des leads froids. Ah, mais oui, je suis désolé, j'ai complètement oublié de vous répondre, j'ai regardé votre vidéo, c'était top. Les gens, limite, s'excusent parce qu'ils disent, ok, la personne a pris le temps de me faire une vidéo, Mmh. rien que pour moi, et je lui ai pas répondu. Mmh. Et là, les gens, ils sont avec vous au téléphone et ça marche très très bien. Les taux de rendez-vous bookés sont bien supérieurs à du cold call. Les appels sont beaucoup moins fatigants que du cold call et ça permet de concentrer ses efforts. Alors que là, on aurait fait des sessions de call sur, bah voilà, 100 prospects par jour. On peut se dire, ok, je vais aller faire mes vidéos et les 10 prospects qui vont regarder la vidéo, je vais les appeler aujourd'hui. Et Mmh. là, voilà, sur tous ceux qui vont décrocher, peut-être on va booker un rendez-vous avec un sur deux. Donc, Mmh. Je trouve donc ça hyper en fait, je trouve ça hyper intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, du coup, c'est une bonne manière, en fait, pour moi de résumer les choses. C'est-à-dire que là, on a l'IA, on a plein de moyens d'automatiser plein de choses. ouais, Et du coup, en fait, ce que tu fais, c'est qu'effectivement, tu automatises de manière maligne pour pouvoir toucher maximum de gens, avoir plus de résultats. Il y a toujours quand même cette dimension d'avoir de la qualité, d'avoir des ouais, informations clés, des informations qui ne sont pas utilisées par tout le monde. Donc, le côté créatif. En fait, finalement, j'ai envie de dire, même si on se dit que c'est plus dur, c'est plus cher, mais les fondamentaux, en fait, de la prospection restent toujours les mêmes. Et donc, de rien laisser au hasard, ça veut dire que ce petit truc que tu dis, que 90% de gens ne feront pas. Oui, normalement, aujourd'hui, avec tous les outils de vidéo, tu peux savoir qui a ouvert ta vidéo. ouais. Mais les gens vont pas le faire d'appeler. Parce que c'est la tâche en plus dans le CRM. Et donc, je trouve ça intéressant parce qu'au final, l'IA
va nous permettre d'être meilleurs, plus précis, etc., etc., mais remplace pas le fait qu'il faut que tu aies une intensité et savoir mettre l'effort au bon endroit, au bon moment. Complètement. Complètement. Du coup, si tu dois donner un peu là, du coup, un conseil, je sais, ça va être très très dur ce que je vais te demander là. Parce que là, moi, en fait, c'est d'ailleurs pour moi que je veux que tu le donnes. Parce Ouais. qu'évidemment, le podcast, c'est le meilleur moyen pour avoir des informations qui nous aident, nous, dans notre vraie vie. Là, aujourd'hui, typiquement, si moi, j'utilise pas tant que ça que l'IA, que ça, enfin, en tout cas de manière minimaliste, avec ChatGPT, etc., etc., sur quoi je devrais concentrer mes efforts là, en tout cas, on va dire sur l'année, pas pour les prochaines années, mais sur Ouais. l'année là. Qu'est-ce que tu me conseillerais là aujourd'hui de faire un truc simple et de le mettre dans ma routine de prospection à chaque fois d'y penser? Ouais, je dirais honnêtement, le truc qui va faire le plus la différence, c'est de trouver, comme je t'ai dit tout à l'heure, l'offre pied dans la porte, le lead magnet. C'est ça qui fait le plus de différence. Honnêtement, il faut donner. Il faut donner avant de recevoir. Et les gens, ils ont trop cette impression de se dire, ah, mais attends, mais si j'offre ce truc-là, moi qui me prend 2 heures de travail, euh, je vais pas m'en sortir. Enfin, Alors qu'en fait, ils ont aucun prospect à qui parler. Il vaut mieux, en fait, les gens, parfois, ils vont avoir un coût d'acquisition, enfin, un coût par rendez-vous. Par exemple, sur Google Ads, ils vont avoir un coût par rendez-vous à 250 euros, qui en B2B, c'est complètement, enfin, c'est commun. Alors que, imaginons, je suis une agence de design. Je suis une agence de design. J'ai un coût par rendez-vous à 300 euros sur Google Ads, ce qui est très commun. Euh, Plutôt que de me dire, je vais avoir ce coût par rendez-vous qui est énorme, ou même j'ai un cold caller, mais en fait il arrive à m'avoir qu'un rendez-vous par jour. Et vu que son TGM c'est 350 euros, ça veut dire que moi c'est 350 euros mon coût par rendez-vous. Au lieu de juste qu'il arrive et il pitch l'agence de design, ce qu'il va faire, c'est de se dire, bonjour Intel, oui, ce que j'aimerais vous proposer c'est une demi-journée gratuite où on vous design ce que vous voulez. Ça peut être votre bannière, ça peut être un truc pour les réseaux sociaux, ça peut être refaire la hero section de votre site. Et si ça vous intéresse, ben, je vous book un rendez-vous avec ma manager. Comme ça, vous pouvez en discuter avec elle. Ben là, d'un coup, au lieu de booker un rendez-vous sur la journée, il en book 6. Il en book Déjà, il 6. réduit son taux d'acquisition, mais enfin son taux d'acquisition, son coût par lead. Mais il y a un truc intéressant aussi également que tu dis. Enfin, en tout cas, j'ai envie de rebondir, c'est qu'aussi également ça t'aide pour le closing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens sont toujours focalisés sur la lead gen, genre à faire des workflows, effectivement, t'en peux plus, t'as mal Exactement. à la tête. Mais du coup, là, ce que tu es en train de dire, c'est qu'en fait, tu as non seulement mis un pied sur la porte, mais tu as probablement réduit ton cycle de vente, probablement fait en sorte de différencier des autres. Et donc, du coup, Complètement. probablement, ça te permet aussi de gagner des points sur ton taux de closing. Donc, aussi Complètement. également, c'est pas que pour générer des opportunités. Oui, exactement. Ça, surtout quand on fait de la prospection à froid, les leads ne vous connaissent pas avant. C'est-à-dire que c'est pas comme s'ils venaient de votre contenu sur LinkedIn ou quelque chose comme ça. Et donc, même le fait de leur offrir cette valeur gratuite, ça crée du coup ce biais de réciprocité, cette confiance qui fait que aussi a plus de chances qu'ils close. Évidemment, ne proposez pas ces lead magnets à n'importe quel prospect. Enfin, assurez-vous qu'il est dans votre ICP. On va pas proposer ça à quelqu'un qui on sait qu'il va jamais acheter derrière. Mais quand il y a ce bon ciblage, le bon lead magnet, et derrière, ben, ça va vraiment et générer plus de leads et aider à la conversion. Et quand je dis lead magnet, c'est vraiment ce que je vous dis, c'est pas un PDF, pas un e-book, c'est vraiment un truc qui apporte énormément de valeur que le prospect se dise, ce truc-là, enfin, je sais que j'aurais dû payer pour, mais là, je vais l'avoir gratuitement. Je suis C'est d'accord. Et vraiment, puis, en vrai, même, il n'y a pas de risque, il n'y a pas trop de risque du truc de dire, quand tu dis, tu as raison sur de rappeler le truc sur le ICP. Mais moi, c'est déjà arrivé d'avoir le bon ICP, de proposer un truc, et elle se dit, je préfère vous dire tout de suite. Là, on va être en rachat, on n'a pas d'argent, il serait pas du... Enfin, tu vois, les gens, ils te disent, en fait. mais complètement, mais exactement. Mais ça, je le Voilà. vois Et du tellement. coup, il n'y a pas de risque que tu offres quelque chose à quelqu'un qui ensuite va bénéficier du truc, il va faire ha ha ha, je t'ai bien Ouais. eu. Ça n'existe pas, ça. C'est Moi, super voilà, rare. C'est c'est super. Mais super on rare. le voit dans les réponses qu'on reçoit pour nos clients en email. Plein de gens qui disent, bah écoutez, ça m'intéresse, mais honnêtement, j'ai pas de budget en ce moment. Est-ce que ça vous dit quand même de faire ça? Ou même, enfin, on en reçoit. Enfin, c'est super commun. Les gens sont vraiment honnêtes. Donc, je peux que vous recommander Oui, donner, parce que donner, les gens, ils n'ont pas donner. envie d'avoir pris un truc et d'avoir eu l'impression de t'arnaquer. Donc, C'est ça. c'est aussi la même chose. Donc, en tout cas, je Exactement. trouve ça un très, très bon conseil. Donc, créer du coup des lead magnets pour lesquels les gens achèteraient, en fait, c'est. Mais du coup, en fait, ça a l'air simple quand on le dit comme ça. Mais en vrai, c'est super dur à trouver. Euh,
c'est hyper dur à trouver en fait, qui est surtout quand plus on est une boîte, comme tu dis, où on vend quelque chose et on a plein de concurrence, plus ça va être difficile. Donc oubliez les audits ou compagnie, mais voilà. Et Ouais, franchement, Omar, merci énormément parce que sur cet épisode-là, tu as dit plein de choses qu'on n'entend pas souvent. Voilà, comme d'hab, hein, je suis pas déçue, voilà. Mais en tout cas, dans les nuances, tu as dit des choses qui sont hyper importantes et j'espère qu'en tout cas, les auditeurs les auront saisies et que ça va leur servir pour la prospection. bah, écoute, Écoute, je j'espère te aussi. souhaite plein, plein, plein de bonnes choses, et où on peut te trouver pour, si les gens veulent, te parler de prospection? Ouais, ben LinkedIn, Omar Cherkaoui. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez une question, voilà, que vous voulez que je vous aide, vous avez une idée de lead magnet, quelque chose comme ça. Et sinon, bah, c'est notre site deluge, deluj.com. Et voilà, donc on a une agence de prospection spécialisée en prospection vidéo. Voilà tout. Cool. Bah, écoute, merci beaucoup Omar et puis, bah, écoute, à bientôt. C'était un plaisir. Ciao, ciao. Ciao, ciao.